Bonjour et bienvenue sur mon podcast Appel à la vie. Je m'appelle Céline, je suis maman de 2 enfants et infirmière de profession. Depuis environ 2011, j'ai entamé un cheminement intérieur qui m'a permis de me libérer de l'anorexie et de la boulimie. J'ai appris à faire la paix avec moi-même, à m'aimer et à m'ouvrir à la vie. Dans ce podcast, je souhaite aborder différentes thématiques autour de la guérison et du chemin vers soi, de manière intuitive en me basant sur mon expérience de vie et ma guidance intérieure. Je souhaite pouvoir vous donner des clés qui puissent vous accompagner sur votre propre chemin et vous partager des pistes de réflexion. Je vous remercie de partager cet épisode si vous pensez qu'il puisse aider d'autres personnes autour de vous. Bonne écoute! Voilà, alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille avec grande joie Aurélie Netz, que j'ai découvert à travers 2 de ses livres que j'ai lus. Donc, le Cercle des femmes aux éditions L'Harmattan et Femmes en quête de guérison aux éditions Saint-Augustin. Donc, salut Aurélie. Bonjour Céline, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je suis ravie d'être ici avec toi pour discuter de ces beaux sujets. Oui, on en a quand même parlé en message un peu, donc c'est cool de prendre le temps ensemble aujourd'hui, puis surtout de faire découvrir tes beaux livres aux autres, et puis échanger sur ces livres qui sont super riches et riches en expérience, en théorie, j'ai trouvé. Et pour te présenter, moi j'avais vu une description sur ton site qui me parlait beaucoup. C'était explorer les 1001 manières de vivre la spiritualité aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup aimé, je trouvais que ça résumait assez bien. Oui. Donc voilà. C'est ma joie et ma passion en fait, c'est de découvrir comment les personnes vivent leur spiritualité. Et donc j'ai pu aussi ensuite le partager avec d'autres personnes grâce aux 3 livres qui sont sortis. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi l'anthropologie, en gros, que tu t'es lancée dans cette voie d'études? Moi, j'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup de cultures, de religions diverses et variées, et c'est vrai que je pense que j'avais ce désir très profond de mieux comprendre encore ce qui se passe à la maison, et puis de continuer en fait à apprendre, à approfondir aussi avec des traditions que je connaissais pas, ou des sociétés ou des régions du monde qui m'étaient encore plus lointaines, et c'est ça qui m'a vraiment dirigée à chercher ensuite à étudier les sciences politiques, les sciences sociales, les sciences des religions. Oui, t'es allée jusqu'au master d'ailleurs, je crois. Oui, en sciences sociales, oui, exactement. Ouais, et puis tu accompagnes aussi justement les gens à côté de ça, il me semble. Tu fais des accompagnements spirituels, quelque chose comme ça? Oui. Alors je travaille dans le cadre de l'église réformée, les protestants. J'accompagne des jeunes qui sont placés dans les foyers. Et j'ai aussi quelques heures de pratique privée en accompagnement spirituel et en pratique narrative. Ok. On aura le temps à la fin pour que tu nous présentes les prochaines activités prévues, si tu veux, comme ça, tu nous fais part de ton actualité. Donc, j'avais envie de commencer par le livre Femmes en quête de guérison aux éditions Saint-Augustin qui a été édité en 2023. Donc, c'est une enquête auprès de 9 femmes atteintes de maladies chroniques et elles ont eu recours à des thérapies alternatives comme le Reiki, la kinésiologie, la médecine chinoise. Et en fait, chacune de ces personnes interviewées a pu expliquer comment cette spiritualité les a aidées au quotidien. Donc aussi, ces récits interrogent les liens entre l'histoire de vie au féminin, les violences subies et la santé. Donc il y a eu 9 femmes, c'est ça? Oui, 9 femmes entre juin 2016 et novembre 2022. Donc c'était plusieurs années où tu les as interviewées
Oui, recueilli leur histoire, relu avec elles ce que j'avais écrit, et puis voir aussi si ça leur parlait, la manière dont je comprenais, déjà vérifier si j'avais compris, oui, approfondir certaines choses quand j'en avais besoin, et puis après vérifier avec elles si ce qu'on allait partager par écrit, après dans le livre, ça leur parlait et ça correspondait aussi à ce qu'elles avaient envie de transmettre, parce qu'après ces textes, ils restent, ils vont rejoindre d'autres maisons, d'autres foyers, d'autres personnes qu'elles connaissent ou pas. Ouais. Alors les noms sont des prénoms d'emprunt toujours, mais il y a quand même quelque chose de partager des paroles précieuses, de partager quelque chose qui est important pour elles, et donc pour moi c'est très important qu'il y ait ce cadre justement et que tout soit vérifié aussi avec elles pour pour que ça leur fasse du bien aussi comme expérience. En plus du côté de connaissances, de récolte de connaissances qu'on peut partager ensuite plus largement. Puis il y a eu ce lien de confiance, je pense aussi que... Mais tout de suite, ça s'est instauré, j'imagine, quand même. Hein. Oui, je pense que les personnes qui ont répondu à ma proposition, justement, de venir me rencontrer, de me raconter leur histoire, il y avait des personnes que je connaissais, mais la majorité, je ne les connaissais pas. Et effectivement, au fil des entretiens... il y a quelque chose qui se tisse aussi d'une relation, pour certaines aussi une relation amicale. Donc c'est vrai que elles m'invitent tellement généreusement dans leur univers et je suis très admirative de ces femmes, de leur force, de leur capacité, on en parlera après, mais de récupérer aussi du pouvoir, de poser des choix dans leur vie. Et donc moi j'ai beaucoup appris avec elles. Ouais, j'imagine. Et puis du coup, avec tes mots, comment tu définis la spiritualité ? C'est un terme qui est tellement vaste et c'est un thème tellement vaste. Pour moi, la spiritualité, c'est comment la personne, elle va donner du sens à ce qu'elle vit. Donc souvent, ça concerne une vision du monde plus large. Oui. Donc après, la question, c'est comment elle se voit dans ce monde, comment elle voit les autres personnes interagir avec elle dans ce monde. Et puis, si aussi elle a des conceptions, tu vois, d'une transcendance ou d'être spirituelle, ou comment elle imagine tout ça, en fait. Donc pour moi, ça, on pourrait dire... C'est ça la spiritualité. Une vision globale aussi. Hein. Exactement. Et qui dépasse aussi un peu la personne quelque part. Il y a ce côté où il y a un bout de mystère et aussi une quête aussi de recherche et de compréhension de ce qui peut nous arriver. Et puis tu penses que ce que tu m'exprimes, ça a évolué entre la période avant de les interviewer, ces femmes, et après, tu vois une évolution dans ta compréhension de la spiritualité, hein, ou c'est resté plus ou moins pareil, hein? Moi, je partais avec la catégorie plutôt en anthropologie. Oui. Et en fait, moi, ensuite, ma découverte, si tu veux, c'est vraiment cette diversité, comment elle se vit par les personnes. C'est ce que j'ai aussi ressenti dans tes livres, hein, cette diversité. Oui, parce que t'as des personnes qui sont de spiritualité ou de confession évangélique, des personnes catholiques romaines, mais t'as des personnes aussi avec des spiritualités plus alternatives. Donc en fait, t'as vraiment... c'est un tableau où il y a plein de couleurs, finalement, la spiritualité. Et je pense que ça se joue aussi un peu de nos oppositions. Des fois on dit ça va pas avec ça, ou ça serait bizarre de croire ça et ça. Enfin voilà, on a tout, c'est normal, on a nos représentations. Mais c'est vrai que là, il y a tout ça un peu qui vole en éclats, et c'est aussi intéressant parce que comme ça on voit cette diversité qui est là, en fait, qui nous entoure et qui est aussi peut-être dans une certaine mesure aussi présente en nous, dans nos chemins de spiritualité. Ouais. C'est vrai. Et puis, donc, quels sont les freins qui pourraient bloquer cette ouverture à la spiritualité, selon toi ? C'est une bonne question. Je dirais une personne qui estime qu'elle n'en a pas besoin. Ouais. Parce que pour certaines personnes, c'est pas une question. Et c'est vrai que les femmes que j'ai rencontrées, ça a été une question, souvent à la suite, ou à la découverte, on va dire plutôt, ou quand se manifestait... pour être plus précis, quand se manifestait leur début de maladie chronique, en fait. Puis là, il y a quelque chose autour de la personne, il y a tout qui change, il y a des choses qui deviennent très difficiles, et puis c'est la question du sens, finalement. Je fais quoi, moi, dans cette situation, moi, avec cette maladie, pourquoi ça m'arrive ? Quelque part, c'est pas acceptable que la souffrance existe, hein, dans un sens, on peut dire aussi. Et puis c'est face à toutes ces questions, finalement, que chacune... elle va trouver son chemin, elle va mettre des petites pierres petit à petit pour construire son pont, et puis pour pouvoir vivre le quotidien, on va dire, le mieux possible aussi avec ses ressources, et qui sont donc des ressources personnelles, mais aussi les liens qu'elle va faire avec d'autres personnes, donc les spécialistes,
des médecins à l'écoute, peut-être d'autres thérapeutes aussi. Et en fait, c'est vraiment ce chemin en fait qu'elles vont construire petit à petit. Oui, c'est bien comme tu dis, petit à petit. Je pense que c'est exactement ça, parce qu'on veut aller des fois trop vite, on brûle les étapes et on tombe de haut. Donc c'est vrai que surtout quand on a ces freins, d'aller petit à petit, ça permet de pas tout enlever et puis de perdre tous ses repères. Donc c'est un point important, je pense. Puis la spiritualité, elle est multiforme, tu vois. Pour certaines personnes, ça va être vraiment intégré, par exemple, je sais pas, un groupe de prière, aller au culte, à la messe. Pour d'autres, ça va être juste avoir un petit temps le matin de méditation, de calme, tu vois, ou un moment de gratitude. Donc après, c'est vrai que ça dépend où on met le curseur, et c'est vrai qu'on a une époque, on est dans une société où on a aussi la capacité de faire des choix et puis de pouvoir se tourner vers différentes personnes, différents spécialistes du religieux, lire différents livres et puis un petit peu sentir aussi là où on est appelé. Donc peut-être l'idée de tâtonner aussi, d'être à la découverte, peut-être aussi de s'interroger quelles étaient les croyances, les conceptions, les pratiques des autres personnes dans notre famille, dans notre histoire, de voir un peu cette lignée qu'on a, parce qu'il y a peut-être des choses qui restent, d'autres qui se transforment. Et voilà, donc c'est une exploration quand même, la spiritualité. Hein. C'est clair. Et ça évolue. Et justement, comme tu dis, par rapport à cette découverte et s'approcher vers d'autres personnes, est-ce que c'est selon toi difficile de trouver un thérapeute qu'on apprécie pour se faire accompagner, vu qu'il y a beaucoup de thérapeutes actuellement? Des fois, c'est dur de savoir comment choisir aussi. Oui. Et puis c'est aussi un sujet, c'est délicat quand même la santé, parce que quand on a un problème de santé chronique, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une vulnérabilité. Donc moi je dirais qu'il faut être très vigilant et vigilante quand on choisit un praticien. Le bouche à oreille, ça peut être une bonne piste. Ensuite, ça peut être rencontrer la personne, découvrir un peu comment elle travaille. Et puis regarder aussi les tarifs qu'elle propose, parce qu'il y a un peu une fourchette de prix. En Suisse, on sait à peu près qu'1 heure. Voilà, avec les thérapeutes, ça, c'est une certaine somme. Et puis voilà, attention à toutes les personnes qui peuvent dire voilà, arrêtez tous vos médicaments, ou je vais vous guérir, je vais vous sauver. Enfin voilà, c'est vrai que c'est des discours, à mon avis, il faut que ça me mette la puce à l'oreille, quoi, clairement. Complètement, ça c'est vrai. Puis d'ailleurs, dans ton livre, tu donnes plusieurs exemples, je trouve. Donc par exemple, toujours dans ce livre Femmes en quête de guérison, tu parles de butinage thérapeutique. En fait, c'est une personne qui te parle de ce butinage thérapeutique qui a été rendu possible pour tout un réseau interpersonnel. Donc, sa famille, comme le bouche à oreille, exactement ce que tu dis, qui a participé justement à la légitimité de la rencontre thérapeutique. Moi, il y avait une réflexion personnelle que je voulais aussi te partager. Il y a le fait qu'on s'acharne des fois à trouver quelqu'un versus laisser la vie aussi nous guider. Donc, comme par exemple, c'était vraiment très extrême, mais Laure, dans son témoignage, qui a cette expérience de mort imminente, finalement, c'est venu à elle et c'est ça qui lui a ouvert les yeux aussi. Hein. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est chaque cheminement de ces femmes ou chaque cheminement d'une personne par rapport à sa quête spirituelle, à sa quête de santé, elle peut être très diverse en fait. Donc l'idée, c'est effectivement de savoir quand on prend une décision, quand on rencontre des personnes qui nous proposent des thérapies ou autres, de se dire est-ce que ça correspond, est-ce que c'est en accord avec moi-même, est-ce que je me sens bien. Et du coup communiquer aussi sur ses expériences et sa quête avec d'autres personnes qui nous entourent, avec la famille, avec des amis. Donc vraiment pas vivre ça tout seul dans son coin, mais pouvoir faire circuler la parole, parce que si ça se passe bien, c'est super. Et puis si il y a des choses plus complexes, pas hésiter aussi à en parler. C'est très important. Oui, exactement. On peut aussi se perdre justement avec trop d'informations différentes. Et puis à l'inverse, on peut aussi avec un thérapeute aller de plus en plus en profondeur. Donc c'est voir aussi comment est-ce qu'on travaille avec le thérapeute, si on veut voir un seul ou plusieurs. Donc ça aussi, chacun choisit. Et puis donc j'ai l'impression que parfois, c'est pas la thérapie en soi qui compte, mais c'est surtout, au fond, le regard que porte le thérapeute envers le patient. Et comme tu disais, de pas faire des fausses promesses, mais au contraire, de vraiment être dans le juste.
Oui, pense, ouais. Et puis c'est vrai que les femmes m'ont parlé, pour elles ça a été très important dans leur quête d'avoir cette écoute en fait, Ouais. des thérapeutes, une écoute un peu différente que ce qu'elles pouvaient vivre avec leurs médecins, avec les spécialistes qui pouvaient être aussi très à l'écoute. Mais c'est vrai que le temps des fois est un peu différent en termes de temps en fait, simplement parce que des fois une séance thérapeutique me disaient certaines c'était 1 heure, 2 heures. Donc il y a vraiment le temps de faire, de raconter son histoire, pour certaines d'essayer d'identifier des moments qui ont été plus difficiles, de chercher des pistes. Donc c'est vrai qu'il y a toute cette dimension narrative en fait qui se développe de plus en plus en médecine, mais qui est vraiment aussi au cœur des relations thérapeutiques et probablement c'est aussi une hypothèse des anthropologues basée sur leurs observations que ça a une dimension thérapeutique en fait, cette relation et cette écoute en fait. Oui, parce que des fois on n'a pas les réponses à donner au patient, mais c'est juste pouvoir le laisser s'exprimer, c'est déjà juste ça dont il a besoin. Alors, comment est-ce qu'on peut faire avec ce sentiment de déception, de doute quant à sa guérison qui n'arrive pas, et de passer du mode survie, victime, à acteur de son bien-être? Parce que c'est vrai que moi, en tant qu'infirmière, à domicile, on a beaucoup de personnes qui finalement sont des fois en fin de vie ou font face à une maladie très grave, et parfois on n'a pas forcément les mots. Et comment faire avec cette déception qu'on voit avec eux de cette maladie qui ne guérit pas. Est-ce que tu aurais quelques pistes de réflexion, ou comment est-ce que toi t'abordes cette chose-là? Alors moi, ce que j'ai entendu pour les femmes que j'ai rencontrées, c'est qu'en fait leur idée de la guérison avait évolué. Au début, pour certaines, il y avait une vraie recherche que la guérison, ça serait une guérison physique, où tout soit comme effacé, que la maladie n'a jamais été là, n'a jamais existé, n'a jamais marqué le corps, et que finalement la personne, enfin elle retrouverait un état qu'elle avait avant la maladie, un état antérieur. Si après l'objectif c'est ça, suivant les maladies, et particulièrement les maladies chroniques ou les maladies dégénératives, c'est compliqué. Mais elles ont eu la capacité et le désir de déplacer la manière dont elles voyaient la guérison, comme en fait une manière de vivre leur vie, leur quotidien au mieux, d'essayer de trouver des stratégies concrètes, de trouver peut-être des techniques, autant dans la médecine allopathique classique, on va dire, que dans d'autres approches qui ont été les leurs. Et c'est en fait cet équilibre qu'elles allaient retrouver au quotidien qui leur permettait de trouver et de vivre une forme de guérison. Par exemple, pour Mélissa, la guérison, ça a été de se rapprocher de Jésus, du Christ. Exactement. Qui est une figure très importante pour elle. Et donc, ça dépend où est mis le curseur par rapport à cette question de la guérison. Oui, exactement. C'est vrai que il y a l'état attendu et la réalité. C'est exactement ça. Et puis, justement, j'ai noté beaucoup d'exemples dans ton livre, parce que c'est quelque chose de très présent, je pense, dans ce livre, à travers les témoignages. Ce que j'ai pu noter, il y avait le pouvoir de se transformer, que justement la parole, le travail sur soi, la définition du soi et la mise en lien, le temps d'apaisement, c'est tous des exemples qui ont permis de retrouver ce pouvoir de transformation. D'ailleurs, il me semble que tu dédies toute une partie à la fin de ton livre par rapport à ça, pour développer ces différents aspects. Et puis il y a aussi Laure qui parle du relationnel, comme on a dit tout à l'heure, justement, de relire sa maladie, ça a permis de de mettre un sens dans ce qu'elle est en train de vivre. Et puis il y a cet aussi aspect de communauté, que certains ont pu s'investir dans une communauté. Ça a permis de mettre un sens aussi dans ce qu'elles vivaient, puis de réécrire leur histoire, je pense. Ça, c'était quelque chose d'assez présent aussi. Oui, l'idée que le fait de tomber malade, il y a une dimension biologique, mais il y a aussi une dimension sociale. C'est-à-dire que socialement, on est peut-être perçu un peu d'une manière différente. Il y a aussi des choses en tant que corporelles qui deviennent plus difficiles. Peut-être qu'il y a aussi des limites qu'on va se mettre. On n'est peut-être pas accepté avec la maladie aussi, dans des contextes professionnels ou relationnels divers. Et donc il y a tout un travail aussi de réinvestir la zone relationnelle, mais communautaire. Et puis c'est vrai que pour un certain nombre de ces femmes, ça a été aussi la clé.
Donc je pense notamment à Hélène, qui, elle, estime que sa transformation intérieure, la manière de percevoir le monde, mais aussi elle a une nouvelle sensibilité un peu à ce qui l'entoure, me dit-elle. Elle va pouvoir mettre ses capacités, comme elle les décrit, auprès des autres. En fait, elle va pouvoir être dans cette démarche proactive d'amener de la guérison, du bien-être, d'accompagner des personnes en situation de maladie. Et donc, c'est aussi cette dimension communautaire, finalement, où ce qui a été vécu par la personne va être utile et peut-être à d'autres personnes. Oui, c'est ça aussi. D'où le fait que ton livre, c'est exactement ça indirectement, puisqu'à travers les témoignages, ça va dans la communauté aussi, je pense. Oui, c'est vrai. Merci Céline, oui, tout à fait. Et puis, donc j'ai parlé de transformation intérieure. Il y avait aussi le fait que Laure voyait sa maladie comme une place de compagne. On va dire que la maladie, c'est ce qu'elle explique, Laure, c'est que c'est un enseignement dans sa vie. Donc, elle fait avec et elle commence à l'apprivoiser et je trouve ça beau aussi parce que je pense qu'on voit la maladie sous un autre angle, pas comme quelque chose de négatif, mais qui est là aussi pour nous apprendre des choses finalement. Oui. Donc, je pense qu'il y a aussi une partie de colère, de fatigue, de souffrance, qui est quand même présent. Oui. Et c'est vrai que pour Laure, qui a cette maladie assez rare en fait, où il n'y a pas vraiment pas une médication très très efficace, me raconte-t-elle, en tout cas, qui prend en charge certains symptômes, mais pas tous. Donc elle va vraiment entrer en dialogue avec cette maladie. Elle décide d'en faire une compagne, d'en faire une amie. Mais là, on voit qu'il y a eu un certain chemin qui s'est passé il y a plusieurs années. Enfin, c'est vrai que faudrait pas que ça devienne une norme, que chaque personne qui a une maladie super handicapante est obligée de considérer sa maladie comme une amie, parce que du coup, ça serait aussi contre-productif. Mais elle a choisi, elle a eu la possibilité de le vivre comme ça. Alors peut-être par moment, peut-être de manière générale, je sais pas comment ça se passe exactement pour elle maintenant. Oui. Et parce qu'elle a eu aussi elle a compris aussi sa maladie comme étant un signe de quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Oui. Alors ensuite, elle était très sensible à ses réactions physiques dans certaines situations pour décider si elle gardait son emploi, si elle gardait son conjoint, si voilà, elle a remis en place beaucoup de choses dans sa vie. Elle a déplacé aussi beaucoup de choses parce que justement, elle prenait cette maladie comme un signe vraiment qui exprimait quelque chose de profond. Oui, et puis comme tu dis, c'est vrai que chacun est différent et puis voilà, chacun va faire son chemin et puis il faut pas non plus se comparer aux autres. C'est ça vraiment le message, je pense, clé et que montre ton livre, que chacun va voir sa maladie d'une manière différente et c'est ça qui est enrichissant parce que je pense que les gens qui vont lire ce livre vont se sentir moins seuls parce qu'il y a des exemples pour tout le monde et puis que finalement peut-être qu'on se sentait seul et ce qu'on avait comme idée c'était pas juste, mais au final ça nous conforte dans l'idée que oui, il y a d'autres personnes qui le vivent comme ça aussi, puis que finalement tout est juste, donc on se respecte. Donc, oui, puis que c'est un chemin à étapes, qu'il y a des moments qui sont plus faciles, des moments qui sont clairement très compliqués, et puis qu'après c'est voilà, chacune, qu'est-ce qu'on a envie de mettre sur notre chemin. Alors on parle de la maladie, mais ça pourrait être d'autres moments de notre vie ou d'autres expériences de vie, comment on a envie de les inclure, et puis comment ces expériences de vie aussi nous transforment, nous font grandir quelque part. C'est vrai que c'est passionnant. C'est une quête, ça c'est clair. Et puis, quel est le déclencheur pour toi pour s'orienter vers une thérapie plus proche de la spiritualité ? Je pense qu'on en a un petit peu parlé. Dans ton livre aussi, il y a le fait de pas être compris, de pas être compris dans sa complexité qui a fait qu'on va chercher ailleurs, finalement, qu'on va s'ouvrir à la spiritualité. Il y a le fait de voir que plus rien ne marche, on est au pied du mur. C'est ce qu'elle dit Noémie. Et puis aussi un petit peu Laure. Donc ça fait que on va s'orienter vers autre chose qui nous conforte finalement, où il n'y a pas de résultat à atteindre, c'est ce qu'on disait, mais c'est que ça va nous soulager. Et dans ton autre livre qu'on abordera tout à l'heure, c'est en fait que ces relations invisibles participent pleinement à donner du sens au monde et à sa vie. Donc en fait, là, on va plus sur ces entités invisibles qui nous aident. Donc c'est aussi une forme de spiritualité. Donc finalement,
que ce soit une spiritualité au sens large ou plutôt ce lien à l'invisible, et c'est déclenché par ce que j'ai dit finalement, ces facteurs que j'ai invoqués. Oui. Et ensuite, ça dépend des personnes, en fait, de leur sensibilité, aussi dans quel milieu elles ont grandi, de quelle tradition religieuse elles sont issues. Et puis ensuite, chacune aussi, elles vont faire des choix. Et puis après, il y a une question aussi de sensibilité qui entre peut-être en ligne de compte. Et effectivement, comme on en discutait juste avant, dans le livre En dialogue avec l'invisible, donc qui est aussi aux éditions Saint-Augustin, qui est sorti en 2024. Là, il y a justement cet approfondissement de se dire, mais quand on est en relation à l'invisible, l'invisible au sens large, ça peut être évidemment le divin, ça peut être différents êtres spirituels de nos contrées ou un peu plus loin. Mais finalement, quand on est en relation avec cet invisible, qu'est-ce que ça impacte dans notre vie? Qu'est-ce que ça change? En sachant que autant pour ce travail sur les femmes et leur quête de guérison que le travail sur l'invisible, finalement, moi, en tant qu'anthropologue, je n'ai pas accès à savoir si c'est vrai ou pas, ou je n'ai pas accès non plus aux mêmes expériences que les personnes que j'interviewe. Mais mon but, c'est vraiment qu'on puisse réfléchir à ce qui fait que dans notre société, on va avoir le désir de rentrer en contact avec l'invisible, que c'est toujours d'actualité, ou alors qu'on va avoir besoin de faire de mélanger de différents types d'approches thérapeutiques pour une maladie. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir y réfléchir sans porter de jugement, évidemment, et en donnant à voir cette diversité, en fait. Ouais, exactement. Et puis, tu penses que de comprendre les causes de sa maladie, ça aide à se transformer et à mettre du sens sur ce qu'on vit, ou est-ce qu'on peut transformer sans comprendre les causes de sa maladie? Je pense que il y a des personnes qui ont une lecture d'une maladie, on dit endogène. C'est un terme un peu barbare, mais pour dire que c'est la maladie qui émergerait de l'intérieur. Donc en fait, la maladie, comme qu'on parlait tout à l'heure de l'or, en fait, que la maladie, c'est un signal envoyé par le corps pour dire que l'âme de la personne ou que la personne n'est pas en accord avec ce qu'elle vit. Donc c'est vrai que pour ces personnes-là qui lisent comme ça la maladie, qui interprètent comme ça la maladie, pour elles, effectivement, d'essayer d'identifier la cause, de se dire, voilà, c'est ce moment dans ma vie où j'ai pas été respectée dans mon intégrité physique ou morale, ou ce moment-là où il y a une rupture qui a été très complexe, et d'identifier ces moments, c'est vrai que après en thérapie, notamment alternative, ils vont beaucoup travailler sur l'expérience, sur les effets de l'expérience, pour ensuite chercher une transformation aussi dans la perception de son histoire, de soi et du monde qui les entoure. Donc effectivement, pour ces personnes-là, il va avoir une recherche d'une cause. Et puis pour d'autres personnes, ça sera pas forcément leur chemin. Mais je pense qu'effectivement, cet aspect de compréhension de soi, d'écoute de soi, et quand je dis écoute de soi, c'est de manière large, ça peut aussi être tout à fait corporel. Je pense que ça fait partie des étapes pour ces femmes d'avoir découvert et mis en place leur chemin personnel de spiritualité et de guérison. Donc c'est vrai qu'il y a une attention qui était un petit peu différente, qui a permis aussi ce désir de transformation et aussi le fait qu'elles sentaient qu'elles pourraient mettre, comme on disait avant, des petites pierres sur leur chemin pour aller dans une certaine direction. Tout n'était pas fermé, voilà. Il y avait une possibilité de faire un chemin malgré le fait que qu'on est dans une maladie chronique, on peut avoir le sentiment par moment que tout est sombre ou qu'il n'y a pas de chemin qui va s'ouvrir ou voilà. Donc ce que tu disais à la fin, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait le fait, et ça t'en parles dans le livre, que certaines personnes ont vécu une maladie, elles peuvent être aussi un guide pour les autres. Et justement, quand on avance petit bout par petit bout, des fois il y a tout qui se ferme, mais il y a aussi tout qui s'ouvre. D'avoir quelqu'un qui a traversé la même chose, ça permet aussi de dire t'y es presque, ou bien moi j'ai passé par là. Et ça aussi c'est assez fort, le fait d'avoir quelqu'un qui a vécu la même chose, parce qu'elle est passée par ces mêmes questionnements, ces mêmes blocages, bien sûr différemment, mais quand même, je pense qu'il y a une compréhension qui est là. Et c'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui a vécu la même chose en face de soi pour ça, je pense. Oui. Alors une personne qui a en même temps vécu, comme tu dis, des choses proches, une situation proche, et qui a aussi eu la capacité d'y réfléchir et d'avoir un bout de distanciation, en se disant que c'est son histoire, elle a acquis énormément de capacités, de connaissances,
et en même temps, elle n'est pas l'autre. Oui, exactement. Et en fait, c'est cet espace où en même temps, par moment, avec, je pense notamment à Jeanne qui a rencontré une thérapeute qui avait comme elle souffert d'endométriose. Oui. C'est justement dans ces moments où à la fois on est très proche de son thérapeute pour Jeanne et en même temps la thérapeute prend pas tout l'espace. Voilà. Qu'il y a quelque chose probablement qui est très intéressant qui vaudrait la peine aussi d'analyser en termes d'ethnographie, d'être présent pendant les séances thérapeutiques. Oui, puis la juste distance, parce que justement, on se guérit pas à travers l'autre et comment communiquer justement en étant complètement neutre quand même ou en disant moi j'ai fait comme ça mais ne pas parler trop de soi non plus. Donc il y a toute une juste distance à mettre en place qui est pas évidente, je trouve. Mais communiquer de toute façon avec le patient, c'est tout un art vraiment. Et puis je pense que des fois on a aussi besoin d'être coaché en tant que thérapeute parce que c'est important de prendre conscience de ce qu'on dit, de comment on le dit. On peut pas tout contrôler non plus parce que c'est ça aussi le fait d'être guidé dans ce qu'on pose comme question. Des fois il y a quelque chose de juste derrière. C'est pas de couper non plus tout ce qu'on ressent, mais c'est aussi de guider et cadrer pour pas justement aller trop dans parler de soi, parler de sa maladie et puis laisser la place à l'autre. Donc voilà. Donc maintenant, on va parler un petit peu de ton autre livre. Donc En dialogue avec l'invisible. Donc cette fois, c'est 8 récits témoignages de personnes qui ont vécu une relation essentielle avec un ou plusieurs êtres invisibles. Donc c'est ce que tu disais, ça peut être des guides, des anges, le divin. Il y a même quelqu'un qui parle des rêves aussi. Donc ces témoignages, tu les as recueillis entre mai 2022 et mai 2023, donc c'était un petit peu plus court que l'autre livre. Et puis c'est ce que tu disais avant et que tu répètes dans ton livre, tu essayes pas de dire si ce que te rapportent ces personnes est juste ou pas. Toi, tu es vraiment là pour recueillir leurs témoignages et que t'es pas là pour porter un jugement. Donc ça, c'était important de le rappeler. Et donc voilà, ce non-jugement que tu amènes, ton ouverture, et tu mets toujours bien en lien avec la théorie. Donc je trouvais ça intéressant puisqu'on peut pas tout connaître, tous les courants. Donc en bas de page, tu notes toujours pour chaque comment on pourrait dire ça, terme, tu notes une définition, tu fais le lien avec la théorie. Donc voilà, j'ai trouvé ça c'est pour ça que j'ai trouvé très enrichissant tes livres. Merci. Voilà. Donc tu parles un peu dans ce livre on va dire de la psychiatrie, parce que c'est vrai que quand on parle d'invisible, tout de suite on pense à des personnes qui sont pris de folie. On peut penser à la schizophrénie, à des hallucinations. Et voilà, c'est un domaine qui peut être intéressant de mettre en lien, donc la psychiatrie et l'invisible. Donc comment est-ce qu'on peut être écouté par le thérapeute sans être pris pour un fou finalement? Oui, c'est une thématique assez sensible, effectivement. Alors moi, je suis pas médecin, mais j'ai lu un certain nombre de livres de psychologues et de psychiatres sur la question, et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, les psychologues, notamment du côté anglo-saxon, mettent l'accent sur le côté normal en fait d'être en contact avec des êtres spirituels, que ça fait partie en fait de nos vies, de nos vies intérieures. Et par rapport à ça, pour moi, c'était important dans ce livre de présenter aussi, ça a été donné comme ça, mais des personnes qui ont des relations à l'invisible qui sont non problématiques. Oui. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont une vie de famille, une vie intime, une vie associative, une vie professionnelle, et se sentent, par exemple, en lien avec Dieu, ou se sentent en relation, par exemple, avec leurs défunts quand ils partent. Donc, en fait, c'était vraiment dire, mais dans le quotidien, en fait, assez... On peut dire dans un sens banal, mais dans le bon sens du terme banal, en fait. Oui. On est... un rapport sain, quoi. Voilà, amené à être en lien de différentes manières, différentes intensités, degrés, on pourrait dire, degrés, merci, en lien avec cet invisible. Et simplement qu'on va à l'église, c'est vrai qu'on est mis aussi en relation avec Dieu, le Christ. Donc en fonction de sa confession aussi, il y a des invisibles qui sont différents. Oui.
Et en fait, ce qui m'a passionnée dans ce travail, c'est de voir à quel point les relations à l'invisible pour ces personnes, pour qui ça se passait bien, eh bien, ça leur permettait d'être encore plus présentes dans le monde, de s'affirmer, de se sentir soutenues. Et c'était pas quelque chose d'enfermant. Oui. Il y a quand même des petits points de vigilance, il faut dire, par rapport à ces questions de l'invisible. C'est vrai que si on commence à avoir des voix très présentes, ou qui intiment des ordres, ou des passages à l'acte contre soi, ou contre autrui, ou quelque chose qui est très enfermant, obsessionnel. D'ailleurs, tu listes dans ton livre les points à faire attention. Oui, j'ai fait une petite partie parce que, alors basée sur mes lectures de cliniciens et de psychiatres aussi, mais aussi dans les autres sociétés, dans les autres cultures, dans les autres mondes, on peut dire. Il y a quand même des points de vigilance et notamment, c'est de pouvoir parler de ces expériences, de pouvoir être accompagné, le cas échéant, par des spécialistes du religieux ou des personnes formées, des médecins aussi, et aussi des thérapeutes, des psychothérapeutes, des psychiatres qui vont avoir aussi cette sensibilité, cette ouverture de pouvoir accueillir aussi ce type d'expérience. Donc effectivement, c'est toute la subtilité effectivement sur cette thématique de voir aussi où la personne en est par rapport à ses contacts. Oui, puis le rapport au monde, comme tu l'as dit, parce que c'est vrai que quand on a cette ouverture, on peut avoir du mal à accepter la vie terrestre du coup aussi, et c'est là que c'est important d'avoir cet accompagnement avec l'équipe médicale, parce que on peut se sentir tellement en paix et bien quand on est en lien avec cet invisible que quand on est dans la vie terrestre entre guillemets, enfin il peut y avoir cette sorte de séparation à l'intérieur de soi et qu'on a du mal du coup à vraiment vivre nos expériences terrestres, et c'est là je pense qu'il y a le basculement un peu malsain et comment justement trouver le juste milieu entre être en lien mais aussi on est des êtres humains, des êtres quand même avec de la chair, un corps, et que il y a les deux quoi. Ça peut être des expériences effectivement refuge. Aussi. La semaine dernière, j'intervenais à Morges, et c'était la question d'un des participants qui se demandait comment on fait pour les personnes qui préfèrent être en lien avec l'invisible qu'avec le monde, c'est ça, du corps. C'est ça. C'est une très bonne question. Effectivement, ça peut être un espace refuge. Après, effectivement, je pense que c'est un bon indicateur de se dire si on a plus envie d'être avec l'invisible ou avec une dimension spirituelle qu'une dimension complète, enfin je veux dire du quotidien, je pense que ça vaudrait la peine d'aller regarder s'il y a des choses à changer dans ce quotidien. Est-ce qu'on a vécu des traumas et qu'en fait il y a besoin aussi d'avoir cette forme de quitter quelque part une réalité physique ou relationnelle qui est violente. Est-ce qu'il y a des relations qui sont plus positives pour la personne? Est-ce qu'il y a des choix, est-ce qu'il y a des prises de conscience qui doivent être faites par rapport à si tu veux, à l'environnement de la personne. Oui, c'est vrai. Ça peut être un bon indicateur. Et puis, effectivement, voir si c'est plutôt un refuge c'est une ressource pour la résilience, ou est-ce que c'est une manière aussi de fuir et puis de désinvestir aussi d'autres parties de sa vie qui sont plus compliquées. Et c'est vrai qu'un chemin en psychothérapie, un chemin où on va avoir un accompagnement avec des personnes formées, je pense que ça peut être tout à fait bienfaisant aussi. Donc, on va terminer cet échange en discutant du pouvoir intérieur. Donc, dans ton livre, page 22-24, tu parles de l'expérience d'être le tout, le divin. Et je pense qu'il y a cette limite entre l'intérieur et l'extérieur qui se pose. Du coup, est-ce que pour toi, les personnes que tu as interviewées, elle voit cette divinité, ces êtres comme quelque chose de plutôt d'externe ou d'interne? Je pense que ça dépend des personnes. L'hypothèse que je pose à la suite d'autres anthropologues, c'est que la relation au spirituel a lieu dans un espace qui est à la fois à l'intérieur de nous, parce que c'est nos perceptions, nos sentiments, nos émotions, et en même temps avec un apport qui vient de l'extérieur, des traditions religieuses, des lectures, des pratiques. Et en fait, il y a dans cet espace qui est un peu d'entre-deux finalement, un espace imaginal qui est de l'ordre... Alors, quand je dis imaginal,
ça touche un peu à l'imaginaire, mais pas d'une manière, pas une connotation négative. Oui. C'est-à-dire que c'est pas de la fiction, c'est pas de l'affabulation, mais c'est simplement un espace. Peut-être c'est aussi l'espace quand on est créatif pour de l'art, tu vois. Oui. C'est un espace aussi avec lequel on peut entrer en contact dans des moments un peu, tu vois, avant de s'endormir, ou des moments de méditation, ou des moments où on est au culte, où on est pris dans la musique. Oui. Donc c'est une hypothèse dans cet espace finalement, qui est à la fois intérieur-extérieur, que se rencontre le divin ou des êtres spirituels, en tout cas comme les personnes m'en ont parlé. Oui, ok, ouais, c'est très beau. C'est un positionnement intérieur aussi. Et puis, donc j'ai la sensation aussi que dans tous ces témoignages, il y a cette foi en l'énergie divine et en même temps une action de chacun par rapport à leur guérison. Donc il y a vraiment cet aspect de co-création. Donc oui, on a foi en nous, en une guérison, mais en même temps, on n'est pas passif, on est aussi à devoir prendre des choix et des décisions. Oui, absolument. Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant et d'important de mettre en lumière, parce que souvent on a l'idée qu'on va prier, on va demander quelque chose, on va faire un rituel. Finalement, on va attendre que ça arrive, comme tu dis, que ça tombe du ciel. Ouais. Mais en fait, les personnes que j'ai rencontrées, elles sont très actives pour transformer aussi les situations. Donc c'est vrai que je pense notamment à la question de la prière, notamment Clara, elle s'estime en relation avec Dieu, et donc c'est à travers la prière, à travers aussi une forme d'attention aux détails et des signes qu'elle interprète comme étant des petits clins d'yeux. Elle va trouver son chemin, et surtout, elle va trouver comment faire sens d'un certain nombre de situations, transcender certaines situations, mais pas du tout d'une manière passive. Par contre, il y a aussi un moment de réception pour elle, qui est un moment de mise à l'écoute, de prière. Elle va aussi beaucoup apaiser, donc elle fait des retraites silencieuses, donc où elle va se mettre à l'écoute du divin, et en même temps, après, il y a des choses à faire, quoi. Il faut les faire, donc c'est un peu la maxime « aide-toi, le ciel t'aidera » finalement, que ces personnes nous partagent à leur manière. Ouais, exactement. Et puis, donc on n'a pas parlé de ton autre livre, mais effectivement, t'as écrit aussi ton premier livre, Cercle de femmes, aux éditions L'Harmattan en 2019. Est-ce que tu veux dire 2-3 mots par rapport à ce livre ? Alors oui, c'est une enquête en fait que j'ai faite durant mon master en sciences sociales. J'ai participé en fait à des cercles de femmes. Donc c'est des groupes de femmes, des groupes de spiritualité entre femmes. Et j'ai participé pendant 1 an et demi, 2 ans. Et je me suis entretenue avec ces femmes pour essayer de comprendre pourquoi elles y participaient, qu'est-ce qu'elles y trouvaient. Et c'est vrai qu'il y a eu des très beaux moments d'échange et de découverte aussi de leurs pratiques. Qui étaient aussi assez diverses, du coup. Il y avait du chamanisme, il y avait différentes choses. Et c'est vrai que ces groupes de spiritualité entre femmes, ça a été, en tout cas pour les femmes que j'ai rencontrées, un grand soutien, notamment pour pouvoir verbaliser autour de violences qu'elles avaient pu vivre, psychologiques, physiques, sexuelles aussi, qu'elles avaient subies, et donc d'avoir un endroit sécurisé pour discuter, et aussi pour regarder, mettre en parallèle leur vécu. Parce que des fois, on a tendance à penser que ce qu'on vit, c'est seulement soi, et on est un peu bizarre de penser ça, etc. Et en fait, non. Beaucoup de personnes peuvent vivre les situations assez proches, et puis donc ça amène aussi une réflexion un peu différente sur nos environnements. Et je pense que c'est un point commun de ces 3 enquêtes, c'est de se dire, finalement, avec ce qui nous arrive, ce qui arrive aux personnes que j'ai rencontrées, qu'est-ce qui peut se mettre en place, en fait, quelle stratégie en lien avec la spiritualité, en lien avec les relations interpersonnelles, on peut mettre en place pour gagner en pouvoir, pour s'affirmer, et puis pour tracer le chemin qui est le nôtre. Exactement, c'est un beau résumé. Puis est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a dit ? Sinon, on passe tout de suite à tes actualités, comme tu le sens. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. C'est déjà pas mal riche, et je pense que c'est ce que je disais à Aurélie quand je l'ai rencontrée, c'est qu'on pourrait parler des heures par rapport à tout ça. Donc on a essayé d'aller à l'essentiel, je pense, de tout ce qu'elle a pu partager. Et puis, si tu le souhaites, tu peux nous dire, moi je te suis sur Instagram, sur Facebook, et je vois que tu partages pas mal d'activités, donc t'en as encore la fin d'année.
Oui, alors le 28 novembre à 18h, je serai au Capitole à Lausanne, donc le cinéma, pour présenter le film documentaire qui s'appelle Smoke Sauna Sisterhood. C'est un film où on découvre un sauna estonien avec des femmes qui racontent leur vie et en fait on plonge dans un cercle de femmes. Et donc, j'aurai le plaisir d'être là au début et puis à la fin aussi d'avoir un temps d'échange avec le public. Ok, super. Comme ça, les gens pourront te rencontrer aussi, ceux qui ne t'ont pas encore rencontré. Et puis, j'imagine que pour l'année prochaine, tu vas tout partager aussi. Tu es très active sur Instagram quand même pour partager. Oui, Instagram, Facebook. Et puis, il y a la possibilité aussi sur mon site internet de s'inscrire à la newsletter pour recevoir les petites infos. Ok, parfait. En tout cas, merci beaucoup Aurélie, c'était vraiment super. J'espère que ça vous a plu. Et puis, maintenant vous savez comment joindre Aurélie. Si vous avez d'autres questions, je suis sûre qu'elle sera très contente de vous répondre. Merci beaucoup Céline, c'était un vrai plaisir de parler de ces sujets avec toi. Merci, puis à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On se réjouit de lire vos retours, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Instagram ou Facebook. J'avais encore envie de terminer cet épisode en vous lisant un passage. Donc, pour la petite anecdote, je voulais mettre sur Instagram une photo des magnifiques illustrations de la maman à Aurélie, Tania Netz, qui a en fait mis ces illustrations dans les ouvrages d'Aurélie. Et ça permet de mettre encore plus d'intensité au témoignage, plus de profondeur. Et puis, donc j'ai tiré au sort en fait une image et c'est dans le livre Femmes en quête de guérison. Donc en fait, j'ai tiré l'illustration de Tania Netz dans le chapitre du témoignage de Salomé et ça m'a tout de suite parlé. Donc sur l'image, il y a une chapelle et une jeune femme qui danse en fait au milieu de la danse classique. Et j'ai dit tiens, moi j'habite vraiment juste à côté d'une chapelle qui m'a tout de suite fait penser à elle. Et en fait, par rapport à la jeune femme qui danse, j'ai aussi fait de la danse classique petite. Donc je me suis dit, cette image me parle vraiment beaucoup. Comme quoi, on peut aussi vraiment se connecter déjà à une part de soi à travers les illustrations qui complètent le texte. Et donc j'avais envie de vous lire un passage de ce chapitre du témoignage de Salomé. Donc c'est à la page 92. Salomé a décrit comment sa spiritualité, la manière d'envisager son existence et sa vision du monde ont eu un effet sur son rapport à la maladie et sur ses douleurs envisagées comme un signe de rupture de son équilibre intérieur. L'écoute de soi, la gestion du temps et du stress, ainsi qu'une forme de confiance en elle-même et dans l'avenir lui ont permis d'accepter la situation et de vivre hors une théodicée de rétribution ni de punition, dans le regard bienveillant d'un Dieu intime et dans une certitude enfin acceptable. Elle dit « Ça m'a pris 15 ans, un processus pas à pas. Maintenant, j'ai vraiment le sentiment d'être centré, calme en moi. Je connais ce sentiment parce que c'était le même sentiment que j'avais quand je dansais. C'est le calme, la paix, l'équilibre et ça m'a longtemps manqué. Et j'ai trouvé comment le vivre. » Salomé a partagé cet apaisement qu'elle a patiemment construit avec un travail sur elle-même, en puisant dans la tradition réformée et le recours à des thérapies diverses et complémentaires, inscrites à présent dans un maillage relationnel soutenant et bienfaisant. Donc je pense que ça va à l'essentiel de ce qu'on a dit aussi avec Aurélie, le fait que c'est un processus, on va pas après pas. Et le fait aussi que parfois on trouve de la guérison, de la paix dans une activité, c'est pas forcément la méditation ou quelque chose
de très spirituel entre guillemets, mais c'est parfois dans la danse, ça peut être dans le chant, dans quelque chose d'artistique. Voilà, donc je vous conseille vivement de découvrir Aurélie et je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous.